Donc, Parashat Toldot, Tafshin Pe Dalet, le shiur est dédié à la mémoire de Sarah Bat Avraham. Vele Toldot Yitzhak ben Avraham, Avraham Olid et Yitzhak. Et voici la descendance de Yitzhak, le fils d'Avraham. Avraham Olid et Yitzhak. Et après, la Torah ne nous dit pas Bidiouk qui était la descendance de Avraham, de Yitzhak. Yitzhak ben Arbaim Shana, Bekarto et Rivka, Bat Betuel, il avait 40 ans, etc. Il a prié pour rapport à sa femme. Alors Rashi, il nous dit, Veletoldot, où est-ce qu'il est? Yaakov et Esav Amurim Beparasha. C'est Yaakov et Esav qui sont cités dans la paracha. C'est intéressant. On a commencé par nous dire voilà la descendance de Yitzhak. Et pour l'instant, on n'en parle pas tout de suite. Yitzhak ben Arbaim Shana, Bekarto et Rivka, etc. On aurait pu commencer, par exemple, Yitzhak ben Arbaim Shana, Bekarto et Rivka, Vayater Yitzhak Lashem, il a prié à Kadosh Baruch Hu, Lenochar Ishto, et ensuite Vayitratsetsu, et ensuite Vele Toldot. Voici la descendance, voilà ce qu'il a eu comme descendance, n'est-ce pas? On aurait pu. Non. La Torah, elle a commencé par directement nous annoncer la couleur dès le début, Vele Toldot Yitzhak ben Avraham, et ensuite, on saura par la suite que c'est Yaakov et Esav. Amurim Baparasha. C'est ça qui nous dit Rashi. Bon. Il dit Siftei Chachamim. Siftei Chachamim, il dit quelque chose comme ça. Quand il y a un Vav, comme dans Ve'ele, c'est Mosif à la Inyan Rishon. Ça vient se rajouter sur le sujet précédent. Et que s'il y a marqué Ele, ça vient invalider ce qui a été marqué précédemment. Ou Kimo Avraham Olid Tzadik Veracha. De la même manière qu'Avraham, il a eu Yitzhak et Ishmael, donc un Tzadik et un Racha. Car Yitzhak Olid Tzadik Veracha. Alors Yitzhak aussi, il a eu un Tzadik et un Racha. Ok. C'est intéressant que Siftei Chachamim, il a eu besoin de nous dire ça maintenant. Parce que le problème de Rashi, c'est quoi? C'est de savoir pourquoi la Torah, elle a dit Vele Toldot, et ils ne sont pas encore là. Siftei Chachamim, il dit non, c'est pas ça son problème. C'est le Vav de Vele. Il faut comprendre. Ensuite, la Torah, elle nous dit Abraham ou Yitzhak. Alors ça nous paraît un peu évident quand même. Parce que si c'est Toldot Yitzhak qui est le fils d'Abraham, forcément Abraham ou Yitzhak. Alors à cause de ça, Rashi dit non, puisqu'ils se ressemblaient tellement que tout le monde témoignait Abraham ou Yitzhak. Béhémet, c'est le pshat du Targum Yonatan ben Uziel qui nous dit Veilen Toldat Yitzhak bar Abraham. Voici la descendance de Yitzhak, le fils d'Abraham. Ou min biglal de Avei Kunin de Yitzhak, Medamian les Kunin d'Abraham, puisque le visage de Yitzhak ressemblait comme deux gouttes d'eau à celui d'Abraham. Avou Benenacha Amrim, les gens ils disaient Bekushta, ça c'est sûr que c'est vrai. Abraham Olid Yitzhak. Donc ça c'est le Targum Ben Uziel. Pourquoi? Parce que Nathan Ben Uziel, en même temps qu'il traduit, en même temps il désamorce les difficultés du verset. Si il y a un problème de dire Abraham ou Yitzhak, la Torah ne va pas nous répéter une chose qui est une évidence. Si Yitzhak c'est le fils d'Abraham, eh bien évidemment qu'Abraham ou Yitzhak. D'accord? Mais on vient te dire non, c'est parce qu'il lui ressemblait. Et donc les gens ils disaient ça, Abraham ou Yitzhak. Yitzhak ben Arbaim Shana, Yitzhak il avait 40 ans, Bekarto et Rivka bat Betuel Arami. Parce qu'il a pris Rivka bat Betuel Arami. Mi Padan Aram. Achot Lavan Arami Lolisha. Tout ça, on le savait. Alors, Rashi dit
quelque part que c'est pour lui donner, pour qu'on connaisse le srout de Rivka. Où est-ce qu'il est ce Rashi? וכי עדיין לא נכתב שהיא בת בתואל ואחות לבן ופדן ארם. On ne savait pas tout ça. Et là, la guide shvra. C'est pour dire sa louange. שהייתה בת רשע ואחות רשע ומקומה אנשי רשע. Elle était la fille d'un rachat, la sœur d'un rachat, elle habitait dans une ville de Réchaïm. Velo lamda mimaasehem. Elle n'a pas appris de leurs actions. Elle n'a pas appris de leurs actions. Rachid est gentil. Il dit que c'est le Jvar de Rivka. On aurait pu Halila l'interpréter différemment. De dire, voilà, elle va avoir un enfant qui s'appelle Esav, qui est un rachat, d'où c'est sorti dans une famille de tzadikim comme ça, comme Abraham, Yitzhak. Alors peut-être ça vient de Rivka. Alors Rachid dit non, c'est pas ça que la Torah est venue nous dire. Elle n'est pas venue nous dire Rivka venait d'un endroit de Réchaïm, c'est pour ça qu'il est sorti un rachat. Elle vient nous dire au contraire, elle était tzadika, et son route n'est que plus grand par le fait qu'elle était entourée de gens pas bien. Yitzhak il a supplié Hachem en face de sa femme Rachid, ils étaient chacun l'un en face de l'autre, chacun priait dans un coin, qui akara i, parce qu'elle était stérile. Vaye aterlo Adonai, et que lui a renversé la situation pour lui. Vata Rivka ishto, et Rivka a conçu. Ensuite, la Torah dit Vayitrotsetwa banim bikirba, les enfants ils ont commencé à remuer dans son ventre. Vatomer imken, la mazé anochi, elle s'est dit qu'est-ce qui m'arrive. Vatelech lidrosh et Hashem, et elle au Beth Midrash de Shem pour demander qu'est-ce qui se passait. Vayomer Hashem là, Hashem lui a répondu par l'intermédiaire du Navi en question. Il lui a répondu. Qu'est-ce qu'il lui a répondu? Shne goyim bevitner, ou shne leumim mimemair yiparedo. Il y a deux peuples dans ton ventre, il y a deux nations qui vont se séparer depuis tes entrailles. Ul hom mil hom yematz, et une nation de l'autre sera plus fort que l'autre. Verav yaravod sahir. Ça c'est un passage difficile à traduire, mais on va traduire l'aîné servira le plus petit. C'est qui l'aîné? C'est Esav. C'est qui le plus petit? C'est Yaakov. Et si Yaakov il est zoché, alors Esav est son serviteur. S'il ne fait pas les mitzvot, non. Vayimleu yameh al aledet. Les jours se sont remplis pour arriver à son accouchement. Veine tomim bevitna. Et voici qu'elle avait des jumeaux dans son ventre. Donc là, les gens, ils ont vu que c'était des jumeaux. Alors Rashi, il dit, c'est quoi l'histoire de Tomim? Pourquoi c'est écrit Taf Mem, Tavav Mem Yu, Mem Sofit? Pourquoi il n'y a pas de Aleph comme d'habitude? Chaser. Ou Betamar, et quand Tamar a eu ses jumeaux, il y a marqué Théomim avec un Aleph. Les filles Shishnem Tzadikim. Parce que les deux, ils étaient Tzadikim, donc ils méritaient un Aleph. Avalkan, Echad Tzadik Vechad Racha. Mais ici, il y avait un Tzadik et un Racha. Donc tout ça, ça a l'air tout simple, mais c'est très, très flou en fait. C'est très flou. Pourquoi c'est très flou? Qu'est-ce que ça veut dire Vayitrotsetsu Abanim? Qu'est-ce que ça veut dire la Mazé Anochi? Qui c'est qui pose ces questions? Rashi. Al Kochach, Amikra Azé Omer Darshuni. Ce verset, il demande à être expliqué, commenté. Shteshtam Maïretzitsazo. C'est quoi cette Retzitsa là? C'est Retzitsa, c'est laquelle la chonne? Normalement, on va être au-dessous, ça veut dire qu'ils se sont bousculés. Les enfants se bousculaient dans son ventre. Rabotez-nous la Darshu, la chonne Ritsa. Les Chachamim, ils n'ont pas traduit en tant que bousculade, mais en tant que course. Kishaita Overet al-Pitre Torah Shel Shem Ve'ever. Lorsqu'elle passait devant les centres d'études de celui qui s'appelait Shem, le fils de Noir, et Ever, Yaakov Ratz ou Mefarkes Latsetz. Yaakov, il courait
et il essayait de sortir. Il faisait des mouvements pour sortir. Au Veret al-Pitreakum, si elle passait devant une maison d'idolâtrie, et ça, mais par Ketlatzet, lui, il voulait sortir et ça. Davar Acher, autre explication, Mitrotzetim Zeimze, ils se disputaient l'un avec l'autre, ou Merevim Benachalash Neolamot, et ils se battaient pour savoir qui allait hériter les deux mondes. Donc ici, il y a quelque chose de spécial. Rivka, elle tombe enceinte grâce à la tfila de son mari, Yitzhak. Et elle ne pouvait pas tomber enceinte normalement. Elle était stérile, Akara. Les gens qui sont stériles, ils ne tombent pas enceintes. Donc par le sroud de la tfila de Yitzhak, Hachem, il aimait à faire le olam. Il transforme le monde et lui donne la possibilité d'avoir un enfant. Jusqu'à maintenant, depuis Adam Arishon, on n'a pas vu des jumeaux. Normalement, les gens, ils ont un enfant à la fois. Bon, si, on a vu en vérité. On a vu, Caïn et Evel. Le Midrash dit Caïn et Evel, c'était des jumeaux. Vous saviez ça? Si, le Midrash dit que c'était des jumeaux. Et c'était pire que des jumeaux, c'était des quintuplés en fait. Pourquoi c'était des quintuplés? Parce que Caïn, il est né avec une jumelle avec lui, avec laquelle il était censé se marier, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de monde sur la terre à l'époque. Il y avait Adam, Arishon, Chava et c'est tout. Donc si il y a Caïn et Evel tout seul, ils vont avoir du mal à trouver des shidduchim. Déjà comme ça, il y a à peu près 2 milliards de femmes sur Terre, c'est pas évident de trouver son mazal. Mais maintenant qu'il y en avait zéro, ça aurait été vraiment difficile. Alors, Caïn il est né avec une jumelle, et Evel il est né avec 2 jumelles. Alors ça a commencé à faire des histoires. Ça a fait des grosses histoires. C'est pour ça que Caïn a tué Evel. C'est marqué Vehi biotam basade, en sade el aisha. Donc, il l'a tué pour récupérer la deuxième jumelle. Il a dit pourquoi? C'est pourquoi toi la deuxième, c'est à moi la deuxième. Bon, donc on ne veut pas dire que c'était la première fois dans l'univers qu'il y avait des jumelles, mais c'était pas la même chose. Parce que Caïn et Evel, ils sont nés, c'est quand même très spécial comme naissance. C'était Adam, Arishon, ils avaient été créés par Hachem directement, etc. Mais ici, des gens nés Adam, c'est les premiers jumeaux, et elle ne se doutait pas du tout qu'elle aurait des jumeaux. Si elle s'était doutée que ça pouvait être des jumeaux, elle aurait peut-être mieux perçu sa douleur de grossesse. Mais là, elle ne savait pas. Et donc, elle a dit Lamazé Anochi. Qu'est-ce que ça veut dire Lamazé Anochi? Il faut absolument expliquer. Lamazé Anochi. Lamazé Anochi. Rashi, il explique ça. Il dit Lamazé Anochi. Pourquoi je veux tellement, et je prie tellement pour avoir une grossesse, si c'est tellement douloureux? Je ne savais pas que c'était si douloureux d'avoir des enfants. Sinon, je ne sais pas si j'aurais tellement prié. C'est un problème, les gens qui souffrent. Dès qu'une personne souffre, elle se demande pourquoi elle est rentrée dans cette galère. Les galères de la souffrance. Va telech l'hydroche et Hachem. La Torah nous dit attention, elle a quand même pris une précaution, elle est allée demander à Hachem qu'est-ce qui allait arriver à la fin, comment ça allait se terminer cette histoire. Maté Besoufa. Qu'est-ce qui allait être sa fin? Alors on lui répond, pas une réponse simple. On aurait pu lui répondre une réponse toute simple. Chère Rivka, ne vous inquiétez pas, c'est une grossesse multiple, une grossesse à difficulté, une grossesse à risque. C'est pour ça que vous avez un peu plus mal que d'habitude. Vous allez avoir des jumeaux. Donc ça aurait été comme une consultation médicale. Elle va voir, elle demande pourquoi j'ai des douleurs. On lui répond non, c'est rien, c'est des jumeaux. Ah d'accord. C'est pas ça qu'on lui dit exactement. Enfin c'est rien, je sais pas si c'est rien, mais en tout cas on lui aurait dit c'est normal. Ici on va yomer Hachem là. Hachem lui a dit par l'intermédiaire de Shem et Ever, Shne goyim beviter. Il y a 2 peuples dans ton ventre. Il y a du monde. Il y a 2 royautés que tu portes dans le ventre. Pas l'estomac, le ventre.
Ushne Leomim et deux nations, Mimeaïr et Paredou, qui sont déjà séparées d'office depuis le ventre. Ul'om mil'om yematz, une nation ne sera jamais sur un pied d'égalité avec l'autre. Quand il y en a une qui est en haut, l'autre est en bas. Quand il y en a une qui est en bas, l'autre est en haut. Vera vient à votre saïr, ce qu'on a expliqué tout à l'heure. Et après, la Torah dit donc nous, on avait expliqué tout à l'heure d'une manière, maintenant on va dire une autre manière. Tout à l'heure, on a expliqué, elle a eu l'information en avance, parce qu'on l'a informé qu'elle avait deux enfants dans le ventre. Et ensuite, quand elle a terminé sa grossesse, les gens ils ont pu constater que il y en a des enfants, il y a des jumeaux dans son ventre. Mais elle le savait. Ça, c'est ce qu'on avait expliqué jusqu'à maintenant. Ce qu'on est en train d'expliquer maintenant, c'est que c'est différent. C'est que tout à l'heure, on lui a expliqué la racine de sa souffrance. Elle, c'était ça sa question. Qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qu'il va y avoir à la fin? Comment ça va se terminer cette histoire? On lui dit ça, c'est lié au fait que tu as deux peuples dans ton ventre. Ah d'accord. Quand on a deux peuples dans le ventre, qui ne sont pas sur un pied d'égalité, quand il y en a un qui est en haut, l'autre est en bas, etc., ça crée des frictions, ça crée des problématiques dans le ventre. Maintenant, techniquement, à part le fait qu'elle avait deux peuples dans le ventre, elle avait aussi deux enfants. Donc, Veinet, Tomim, Bevitna. C'était des jumeaux qu'il y avait dans son ventre. Après, on nous dit, Tsarishon a des mouniou kolok, qui a des retséar, il était tout rouge, il était tout poilu. On l'a appelé Aesav. Midrash, il dit c'est quoi Esav et Shav. Voici ce qui est vain. Pourquoi il dit voilà ce qui est vain que j'ai créé dans mon monde. Voici ce qui sert à rien que j'ai créé dans mon monde, c'est ça. Et seulement après il est sorti son frère. Et sa main, elle tenait le talon de Esav. Chez moi, Yaakov, Rachid dit deux pshatim. Soit Hachem il a appelé Yaakov, soit Yitzhak il a appelé Yaakov. Mais Yitzhak ben Shishim Shana, ben Lezotam, Yitzhak il avait 60 ans quand ils sont nés. Ensuite, la Torah dit, ils ont grandi. Esav c'était Ish Sadeh, pardon, Ish Odeat Saïd, Ish Sadeh, un homme qui s'est chassé, un homme des champs. Yaakov Ishtam Yoshev Oale. Il y a un midrash qui dit que Yodeat Saïd Ish Sadeh, c'est un homme qui savait chasser les femmes dans les champs. Il attendait qu'elles soient isolées pour les voler à leur mari et les violenter. Tandis que Yaakov Ishtam, c'était un homme intègre, Yoshev Oalim, qui était dans la tente, marqué à propos de Matan Torah, Shuvu lachem la olechem, retournez chacun à vos tentes, ça veut dire qu'on leur a permis de retourner vers leur femme après Matan Torah. Donc le nashon de Oel, c'est un nashon de mariage. On nous dit que donc Yaakov, il n'allait pas prendre la femme des autres, il était Ishtam, Yoshev Oalim, il se contentait de Oel, de ses tantes à lui, c'est-à-dire Rachel et Léa. Vayev Yitzhak et Esav kitsaïd bepiv. Yitzhak il a aimé Esav parce qu'il le rusait dans sa parole. Rivka ouais et Yaakov, Rivka elle aimait Yaakov, etc. Donc maintenant, ensuite la Torah elle va nous développer un petit peu ce qui est arrivé à Yaakov et Esav, qui lui a acheté la Bechora, etc. Et ensuite, tout ce qui se passe dans la paracha. Mais nous, ce qu'on va être mitmaked, on va essayer de comprendre, c'est pourquoi la Torah, elle a donné tellement de versets pour nous expliquer la naissance de Yaakov et de Esav. Comme si la naissance de Yaakov et de Esav était directement liée à Rivka, à Yitzhak, à l'essence de sa grossesse. Et c'est ça qui donne le résultat d'un Yaakov et d'un Esav. Parce que si on lit le paracha de manière simple, linéaire, alors on voit une femme qui a des difficultés dans sa grossesse, qui se pose des questions, qui reçoit des réponses, et puis c'est tout. Mais si on regarde dans l'autre sens, on voit Yaakov et Esav à Amorim Beparacha, et la Torah, elle nous annonce la couleur dès le début, Vele Toldot Yitzhak ben Abraham,
Abraham Olid et Yitzhak. La descendance d'Yitzhak ben Abraham, c'est Yaakov et Esav Amurim Beparasha. Et on nous dit, puisque Abraham il avait eu aussi deux enfants, alors Yitzhak aussi il a eu deux enfants. Là-bas un tzaddik aracha, ici aussi un tzaddik aracha. Mais pourquoi? Pourquoi on ne dirait pas tout simplement que Abraham il descendait de Terah? Terah c'était un rachat. Donc il restait à faire sortir quelque chose de mauvais de chez lui qui était dans ses ascendants, il y avait une famille de Réchaïm. Donc tout ça s'est passé dans Ishmaël. Et ensuite, Yitzhak, il est très bien, il est sorti parfait. Mais maintenant, une fois qu'Yitzhak, c'est le fils d'Abraham, et qu'on a pris la branche qui est pure, la branche qui est saine, pourquoi on ne dirait pas tout simplement que lui, il a que des enfants de Sadikim? Quand est-ce que c'est arrivé ça? C'est arrivé chez Yaakov. Yaakov, les Chazal, ils ont dit Mitato chez les mains. Sa couche était parfaite, c'est-à-dire il a eu 12 vatim, il n'y avait pas de Rechaïm. Donc visiblement, c'était pas prêt encore à se faire au niveau d'Yitzhak. Ça pouvait se faire qu'au niveau de Yaakov. Et pourquoi? Pourquoi Yaakov, lui, il est en droit d'avoir 12 vatim, et Yitzhak, non. Yitzhak ne peut pas avoir un, deux ou plusieurs tzadikim, tous tzadikim. Il faut qu'il y ait un Esav. Donc on est obligé de répondre qu'il y avait un birour, il y avait une purification qui devait avoir lieu, et ça prenait du temps. Il y avait Abraham qui en a fait une partie, il y a Yitzhak qui en a fait une partie, et Yaakov il a fait la troisième partie, et quand Yaakov il a fait tout son travail, alors il pouvait ensuite donner naissance à 12 vatim parfaits. Ki be Yitzhak, ikare el chazera. Be Yitzhak, velo kol Yitzhak, c'est-à-dire par Yaakov mais pas par Esav, et ça va fonctionner. Alors, si j'avais pas peur, je dirais parce que Abraham c'était Madrigat Chesed, c'est bien. Yitzhak Madrigat Gvura, c'est très bien aussi. Mais Yaakov, Ishtam Yoshev Ohalim, c'est celui qui représente la Torah. Et à partir du moment où il y a ce birour de Torah, hein, Torah ça veut dire la chaîne de Emet, une fois qu'on arrive à ce Emet, alors il ne peut plus se mélanger en lui aucun tzad de Sheker, aucun tzad de Recha. On ne peut plus. Le fil qui est triple ne va pas facilement se découdre. Le premier c'est Abraham, ça peut encore se découdre, Yitzhak aussi. Mais une fois qu'on arrive à Yaakov, qui vient être Meshalesh, qui vient englober les trois par sa dimension de Torah, alors l'Obimera Inakatek, celui-là il ne peut pas facilement se défaire. Mais avec tout ça, on n'a encore pas expliqué pourquoi il faut absolument que ce soit lié à la grossesse de Rivka. Et c'est une grossesse dans laquelle on lui apporte une réponse en lui disant Shne Goïm Bevitner. Il y a deux peuples, littéralement, dans ton ventre. Alors Rachid dit, on peut aussi dire deux peuples, on peut dire aussi deux géants, parce que c'est marqué sans le Vav Goïm. C'est marqué avec un Yud. On peut lire Geim. Geim, ça veut dire des géants, et c'est Antonin et Rabbi. Shelo pasku mal shulchanam lo tznon velo chazeret. Lo bimot achama velebot negeshami. Qui a jamais manqué de leur table tellement ils étaient riches, ni radis ni salade, ni en été ni en hiver. À l'époque, il n'y avait pas les avions pour faire venir, donc pour se procurer ce genre de choses en été comme en hiver, on avait intérêt à avoir des bons shluchim qui courent à pied partout dans toute la planète pour récupérer les éléments en question. C'est-à-dire qu'ils étaient très riches. Et donc, c'est des grands de ce monde. Qu'est-ce qu'ils viennent faire ici dans cette histoire aussi? Antonin et Rabbi. Rabbi Ouda Anassi, ok, ça descend d'Yaakov. Antonin, il descend de Esav. Et Antonin, il va se convertir, il va devenir juif à la fin. Donc est-ce que Esav, à la fin, il va revenir? Comment il y a marqué? Il y a marqué que Rashi rapporte ça quelque part. Où est-ce que c'est? Sur le pasuk Ulom Milom Yemat. Que l'un était. Voilà.
ça. Qu'un il terminera pas sa malchoute. Ah, c'est Ekev, c'est sur le Viado, Chezet, Beakev, Ekav. Rachid dit ça. Où est-ce que c'est? Voilà. Vacheken Yatsa Achiv. Shamati Midrash Agada, Adorshim Lefip Shuto, Bidin Aya Ochez Boleagvo. Parce qu'il a été créé en premier, Yaakov, il voulait sortir en premier. Maintenant, Beakev et Sav Rachidi Siman, chez Enze Maspik Ligmor Malchuto. C'est un siman que Esav, il n'aura pas le temps de terminer sa royauté. Ad Sheze Omed Venotla Imeno. Jusqu'à ce que l'autre y vienne et lui prenne. Donc il lui tient le talon. Le talon, par rapport au corps, c'est la partie la plus basse. Donc c'est comme si on dit toute sa royauté de Esav, ça commence par la tête, le corps, les pieds, etc. Quand on en arrive au talon, il voudrait terminer sa royauté, c'est la fin de sa royauté. On te dit non, il n'a pas le temps de la finir, mais Yaakov, il lui prend. Mais ça ne veut rien dire. C'est-à-dire quoi, il n'a pas le temps de la finir? Il l'a fini le jour où on lui prend. C'est-à-dire quoi, il n'a pas eu le temps de terminer, on lui a pris. Le jour où on lui a pris, c'est qu'il n'avait pas eu le temps de terminer, oui, effectivement. Alors, il explique le Rav Steinman que non. Terminer, ça veut dire que normalement, la malchoute, elle revient à Esav à la fin des temps. Et donc, lui, il espère rester jusqu'à la fin des 6000 ans de la création de l'humanité qui doit durer 6000 ans. Et en fait, le Mashiach, il arrive avant. Et donc, avant que se terminent les 6000 ans, lui, il perd sa royauté. C'est une royauté qui était liée à Olam Hazé. Ok. Alors maintenant, on va essayer d'expliquer un peu tout ça. La Torah elle nous dit que Yaakov, c'était Ishtam, Yoshev Ohalim. Yoshev Ohalim. Il était tout le temps en train d'étudier la Torah. Non-stop. Après, on va voir dans Parashat Vayetze qu'il était dans la maison de Shem et Ever, il s'est caché. Pendant 14 ans, il n'a pas dormi, il a étudié en permanence, etc. À la fin de la paracha, la Torah elle nous dit que Yitzhak, il a voulu bénir Esav. Il appelle, il lui propose de faire un repas, etc. Et donc, il lui dit, amène-moi à manger, je vais te faire la bracha. Et Rivka, elle entend ça. Beruach HaKodesh. Elle a dit à son fils Yaakov, Ine shamati et avicha medaber el Esav achicha lemor. Apporte-moi une chasse, etc. Je vais te faire une bracha. Et maintenant, il lui dit, si tu veux m'écouter, Lechna el Hatzon, va prendre 2 agneaux, etc. Toi aussi, tu vas amener un repas avant ton frère. Et tu vas prendre la bracha en question. Et Yaakov, il a très peur de ça. Il dit non, Esav, il est poilu, moi je suis un homme qui est lisse. Si mon père il me tâte, il va savoir que c'est moi, et il va me prendre pour quelqu'un qui l'a trompé, et je risque d'amener une malédiction plutôt qu'une bénédiction. Sa mère lui dit non, non, il n'y aura pas de malédiction. Je les prends sur moi, dit-elle. Maintenant, écoute ma voix et va chercher. Donc Yaakov, il est obligé de faire plaisir à sa mère. Il sent que ce qu'elle lui dit, c'est Beruach HaKodesh. Donc il prend les vêtements de Esav, il récupère la fameuse bracha avec la manière dont il s'est présenté à son père, subterfuge comme ça. Anochi Esav bechorecha, siti kasha dibarta elai. Fais-moi une bracha. Et ensuite on lui récupère la bracha. Donc Vayigash Yaakov et Yitzhak, Yaakov il s'approche de Yitzhak, Aviv. Vayimushéou il va le tâter parce que pour être sûr que c'est bien lui Esav. Vayomer il a dit comme ça. Akol kol Yaakov. La voix, c'est la voix de Yaakov. Vayadaim yede Esav, mais les mains, c'est les mains de Esav. Velo ikiru kive yadav kide Esav sirot, vayivarechu, il lui a béni. C'est compliqué cette histoire. Si c'est un safek, si c'est la voix de Yaakov et les mains de Esav, pourquoi il fait la bracha? Ensuite, il lui fait la bracha. Il dit Réar béni qui réar sadeh asher baruch Hashem. Regarde l'odeur de mon fils, c'est l'odeur du champ que Hachem a béni. Rachid dit l'odeur des champs, c'est pas terrible. Mais c'est pour nous dire qu'en vérité, il y a un Réar Gan Eden qui est rentré avec lui. Donc il lui donne la bracha, Veiten lecha Elokim mit hashmayim ushmina haaretz verov dagan v'tirosh, etc. Il lui donne cette merveilleuse bracha.
Ensuite, Esav, il vient. Il avait fait aussi un repas. Il lui dit, je fais ça. Vaïchera d'Israël, Kharada, Gedola, Ad Meod. Israël, il a eu très peur en se demandant, mais à qui j'ai donné la bracha alors? Et il dit, Gam Baruch Yeh. C'est quoi Gam Baruch Yeh? Si tu es tellement inquiet que tu as donné ta bracha à quelqu'un d'autre, pourquoi tu dis Gam Baruch Yeh? Le Midrash, il dit que il a dit ce Gam Baruch Yeh, une fois qu'Esav lui a dit, ah je sais, c'est Yaakov qui est venu, il m'avait déjà volé la Bechora, maintenant il m'a pris la bracha. Et il a dit, ah d'accord, c'est lui qui a la Bechora, donc il a bien fait de venir. Gam Baruch Yeh. Mais quand même, il faut comprendre. Rachid dit, Shelo Thomas, il voulait chez Rima Yaakov la vive l'onatal et tabrachot. Que tu ne viennes pas dire que si jamais Yaakov il n'avait pas rusé son frère, il aurait jamais eu les brachot. L'écart iskim bacho midaato. C'est pour ça qu'il lui a donné la bracha midaato. Il lui a dit, bon, gam baruchie. Je lui confirme cette bénédiction. Et ça a beaucoup dérangé les sages, qui a poussé un grand cri, etc. Il a dit, c'est pour ça qu'on l'a appelé Yaakov, il m'a roulé 2 fois, il a pris la Bechora, la bracha. Bref. Donc en vérité, ce qu'il faut expliquer ici, c'est que, comment dirais-je, Yaakov Avinu, lorsqu'il va commencer à étudier, lorsqu'il va commencer à grandir, et qu'il va réaliser la dimension de Torah dont il est porteur, en tant que descendant d'Abraham et de Yitzhak. Parce que même si Abraham, on ne dit pas sur lui Yoshev ou Alim, mais la Gemara dit Shit Alfe Shana et Olam, le monde ça dure 6000 ans, 2000 ans de Tohu, 2000 ans de Torah et 2000 ans d'Imot HaMashiach. Et quand est-ce que ça commence les 2000 ans de Torah? Ça commence par Abraham. Donc si ça commence par Abraham, Abraham il est quelque part Torah déjà. Mais c'est une dimension de Torah qui n'est pas complètement accomplie tant que on n'est pas arrivé à Yaakov Avinu, sur lequel il est dit Titen Emet le Yaakov. Yaakov c'est Madrigat Emet. Tout ce qu'il va faire dans sa vie, ça va être vrai. Même s'il y a des choses qui nous paraissent bizarres, comme le fait qu'il ait pris la Bechora, etc. Mais puisque c'était Beruach HaKodesh sur la demande de Rivka, Zenikra Emet. Ça s'appelle la vérité. Et la vérité, c'est une chose très très difficile à concevoir, à faire naître dans Olam Hazé, étant donné que Olam Hazé, c'est un Olam de Sheker. Et donc on aurait pu se dire, ah, c'est vraiment pas de chance. L'objectif, c'est de faire sortir le Emet, mais manque de chance, on est dans un Olam de Sheker. Donc ça va être particulièrement compliqué. Imaginez quelqu'un, par exemple, c'est un grand chanteur, il préfère s'enregistrer en studio quand il n'y a pas une mouche qui vole, il n'y a pas un bruit, quoi que ce soit, que s'enregistrer en plein air au marché pendant qu'il y en a qui crient qui veut acheter mon poisson. Parce que là, on va avoir du mal à capter la beauté de sa voix. Dans le brouhaha, le Midrash dit que quand le soleil il sort, il fait sortir un son qui est merveilleux, qui est magnifique, mais de louange à Hachem. Mais on n'arrive pas à entendre ce chant parce que à cause du Kol Hamula Shel Romi, à cause du brouhaha de la civilisation romaine. Ça veut dire le monde il est tellement embrouillé qu'on n'arrive pas à entendre le Hémet. Le Hémet, normalement, on devrait l'entendre. Le Hémet, il est dans l'Amazé. Mais comme on est dans un Olam de Sheker, de réseaux sociaux, de Facebook, d'Instagram, de TikTok, de tout ce que vous avez envie, les gens ils sont bombardés, pas seulement ça, même s'il n'y avait pas de téléphone. Le Olam Hazé, c'est un monde de Sheker. Mais encore plus si les gens ils le font rentrer dans la maison et par le biais d'un écran, etc. Donc toujours est-il que quoi? On n'arrive pas à entendre. Donc on aurait dit, ça aurait été mieux que le Hémet il soit en studio, qu'il soit tout seul. Comme à l'époque du Mashiach, il n'y aura plus de Sheker. Là, ce sera très bien. Mais la réponse est qu'en vérité, non. Let Neora et la Mehaou Denafik Migo Hashora. Le Zohar, il dit, Zohar Kadosh, il dit on ne peut pas trouver une lumière si elle n'est pas sortie à partir de l'obscurité.
Yitron achorma min hasiklut, ki yitron achosher or min achosher. La suprématie de la sagesse par rapport à la bêtise, ça ressemble à la suprématie de la lumière sur l'obscurité. S'il n'y avait pas d'obscurité, on ne se connaîtrait pas la valeur de la lumière. S'il faisait jour 24 heures sur 24, on dirait, bah oui, comment voulez-vous que ce soit autrement? Il y a un chat devant moi, je vois le chat. Qu'il soit 9 heures du matin ou 2 heures du matin, je vois le chat devant moi. Pourquoi pas? De la même manière que ça nous paraît normal de voir un animal devant nous et qu'il soit 9 heures, 10 heures, 11 heures du matin, bah oui, pourquoi je ne le verrais pas? Ben, la nuit, ça devrait nous paraître autant normal. Mais la nuit, il fait nuit, justement. Alors maintenant que la nuit, elle fait nuit, on se dit, ah, quand il fait jour, c'est très agréable. Pareil, le shaker, il est là pour donner la valeur au émet. Et sans ce shaker, le monde n'a pas d'utilité. Parce que ce que Akadosh Baruch Hu, il a voulu, c'est que le émet, il jaillisse à partir de ce shaker. Sans ce shaker, il n'y a aucun intérêt à tout l'Olamazé. Un monde où tout est parfait à la base, c'est un monde où il n'y a aucun travail à faire. Il n'y a aucun service à faire. Et ce que la Torah, elle veut du juif et de l'humanité, c'est quelque chose qui s'appelle avoda, un service, un travail. Et à partir du moment où on doit en arriver à une avoda, alors là, on arrive à toutes les chumrot, à toutes comment on appelle ça, d'être pointueux sur tous les points, parce qu'on ne peut pas faire quoi que ce soit qui ne soit pas matim, qui ne soit pas, comment on dit en français, correspondant, digne de la grandeur de cette avoda où on doit servir Hachem. Comme c'est marqué un exemple parmi tant d'autres, on ne peut pas monter avec des escaliers sur le misbéa pour ne pas que la nudité se dévoile. Pourquoi? Parce que le Kohen, il a une espèce d'habit qui ressemble plus à une jupe qu'à autre chose. S'il va monter des escaliers, donc il va y avoir ses mollets qui vont être dévoilés. Et même si monter un escalier, c'est pas du tout un problème de tsniout. On a tout à fait le droit de monter un escalier, même si on dévoile un peu ses mollets. Mais pas dans l'endroit de la avoda. Pas dans l'endroit où on sert Hachem. Dans l'endroit où on sert Hachem, la tsniout, elle doit être betachlit haïdour. Elle doit être dans la perfection, la tsniout. Donc cette avoda, elle doit être parfaite. Donc Yaakov Avinu, lorsqu'il voit que cette avoda parfaite, elle va tomber entre les mains de Esav, qui est le Bechor, qui est l'antinomie parfaite, qui est le contraire parfait de la avoda. Ish, Yodeat Saïd, Ish Sadeh. C'est pas qu'il fait pas attention à la tsniout, c'est qu'il va dans les champs et il capture des femmes mariées, il les viole. Donc ça, c'est le contraire gamour de ce qu'on attend dans la avoda. Donc il dit, c'est pas l'otahmod, c'est pas, ça s'appelle pas convoiter que lui demander sa Bechora. Elle n'a rien à faire chez lui. C'est pas sa place. Ça n'a rien à faire chez lui. D'accord? Si quelqu'un il a un studio de 5 mètres carrés, parce qu'il n'a pas les moyens d'acheter plus, et maintenant il a gagné au loto un éléphant. Si quelqu'un lui dit vends-moi l'éléphant, il lui rend service. Parce que dans son studio, mettre un éléphant, ça ne va pas le faire. Il n'y a pas de place. L'autre il a un grand jardin, ça sera mieux. Donc c'est pas l'autarmod, il lui dit je te rends service. Donc Yaakov Avinu, il vient avec sa perfection de Hémet, et sa perfection de Hémet, elle est là pour redresser le sheker de Esav, dont on a dit tout à l'heure, Heshav Shebarati Baolami, voici la chose inutile que j'ai créée dans mon monde. Ça veut dire quoi, elle est inutile? Ça veut dire elle est inutile en tant que telle. On n'a pas besoin du sheker, on n'a pas besoin du gezel, on n'a pas besoin de toutes les avérotes de Esav. Kofer, Beika, Baal Nahara Meurasa, Oreg et Nimrod, il tue Nimrod, etc. Un assassin, quelqu'un qui fait toutes les avérotes, on n'a pas besoin de tout ça dans le Olamazé. Mais par contre, c'est par le biais de Esav que va briller tout le Hémet de Yaakov. Toute la grandeur de Yaakov va venir de ça. D'accord? Et des fois, c'est douloureux. Des fois, c'est très douloureux de vivre dans une dimension où il y a tellement de sheker autour de nous. Ils appelleront ça de l'antisémitisme, ils appelleront ça du Hamas, ils appelleront ça ce que vous avez envie. Toutes les notions de sheker dans le Olam sont très négatives. D'accord? Elles sont négatives, mais quelque part, elles ont une nécessité pour faire éclore ce qui est inévitable, ce qui est la réalité,
ce qui est Yaakov, ce qui est le clan Israël. Cette dimension d'inévitable, de Emet, de Metsiout, elle s'oppose à la dimension de Esav, qui est Shav. Là, il y a marqué dans le truc que quand Vaïchera d'Yitzhak Haradar Gedola, le Midrash il rapporte pourquoi il a été Chored, pourquoi il a tellement eu une grande stupéfaction, Yitzhak, quand Esav il est rentré, parce qu'il est rentré avec le Gehinam avec lui. Petucha Lefanav. Alors il a eu peur. Il a eu peur, Yitzhak, en disant quoi, lui c'est le Gehinam. Et lui, Yaakov, il est rentré au contraire, avec un Réar chez le Gan Eden avec lui. À quoi c'est lié le Réar chez le Gan Eden? Le Réar Gan Eden, ça s'achète dans les parfumeries de bonne qualité, les parfumeries où on se parfume d'actions, de bonnes actions qui sont liées au Hémet. Midrash, il rapporte dans Tané de Béliaou que lorsque Eliyahu Navi est passé devant quelqu'un qui faisait des Averot, il s'éloignait de lui parce que cette personne, elle sent pas bon. Il sent pas bon. Les Averot, ça sent pas bon. Le Hémet, ça sent bon. Le Hémet, c'est un Réach de Gan Eden. Les bonnes actions, les bons Ma'asim qui sont empreints de la Torah. Midrash, il dit que lorsqu'Akadosh Baruch Hu il a donné la Torah, il a fait sortir un vent de parfum sur le monde. Et à chaque fois qu'il parlait, il y avait un nouveau parfum qui arrivait. Et là, le Midrash dit qu'il y avait un vent qui dispersait le premier pour qu'on puisse sentir le deuxième et ainsi de suite. Donc il y a une perfection qui est liée aux bonnes actions, lesquelles bonnes actions représentent les choses qui sont la réalité, la Metsiout. La Metsiout, la vraie réalité, c'est ce qui dévoile, c'est ce qui nous permet de percevoir Hachem qui lui est Emet dans le monde. Hachem Elokechem Emet. Beaucoup il est Emet, et lorsqu'on fait des actions qui sont des actions de vérité, on fait redescendre cette dimension de Emet dans la Mazé. Et sinon, tout le reste, c'est Sheker. Tout le reste, c'est Sheker. Tout le reste, c'est Shav. Et où se réunit toute cette dimension de Shav, de Sheker, de vide, d'absence de réalité, dans un endroit bien particulier, qui s'appelle le Gehinam. Le Gehinam, c'est le Haeder. C'est le vide, c'est l'absence totale de Emet. C'est l'absence totale de Emet. D'accord? C'est terrible. C'est comme si quelqu'un, on lui a mis le dernier casque de réalité, je sais pas quoi là, comment ils appellent ça. C'est une espèce de masque qu'on met sur le visage. Et on voit des images, de l'imagination, etc. Donc lui, il court en avant parce que sur l'image, on voit qu'on doit courir. Donc il court aussi. Et il ouvre la fenêtre et il saute du 50e étage. Donc dans son imagination à lui, il est en train de faire ce qu'il voit dans son casque qu'il a payé 4000 euros. Mais dans la réalité, il est en train de tomber de l'immeuble et s'écraser. D'accord? La différence, c'est que lui, il ne le voit pas parce qu'il vit dans son imagination. Mais celui qui voit de l'extérieur, il voit un monsieur qui est tombé du 50e étage et il lui reste pas longtemps à vivre. Donc c'est ça qui se passe. Une personne qui fait des massim de sheker, il va être mechalel Shabbat, il va manger taref, il va faire des averot. Quand il est fait, lui, il a l'impression d'avoir un profit. Ce jambon, il lui trouve comestible. Cette sortie du samedi pour aller à un festival, une rave party, ça lui paraît amusant, etc. Mais quand il voit la réalité, ça fait très mal. Et cette réalité qui est douloureuse s'appelle le sheker. Alors maintenant, tout ce émet là, où est-ce qu'il prend sa racine? Il prend sa racine au départ, à la création, à la naissance de Yaakov, à la naissance de Esav. Il y a déjà tous les ingrédients pour en arriver soit au émet, soit au sheker. Parce qu'on ne peut pas concevoir que Yaakov serait Ishtam, Yoshev, Ohalim, mais seulement au milieu. Le Hémet au milieu, ça n'a pas de valeur. Le Hémet, c'est censé, comme la lettre Hémet, ça commence par un Aleph, qui est la première lettre de l'alphabet, le Tav, qui est la dernière lettre de l'alphabet, le même qui est au milieu quand on prend les Otiot, Sofiot, le même c'est le milieu de l'alphabet. Le Hémet, ça couche takai, la vérité, ça se maintient, ça doit être la vérité depuis le début, au milieu, à la fin. Pas quelqu'un qui a toute sa vie, il a volé, après il dit je suis Hémet, après la tchouva c'est autre chose. Mais sans tchouva, il ne peut pas dire jusqu'à maintenant je volais, maintenant j'arrête de voler. Je ne peux pas être Hémet si ce n'était pas depuis le départ. Donc c'est pour ça que la Torah, elle insiste lourdement pour dire l'essence de la naissance de Yaakov et de Esav,
se trouve précisément dans le ventre de Rivka. Le ventre de Rivka, c'est le shoresh, c'est la racine de la naissance de ses enfants. Ça commence par une Rivka qui est akara, qui est stérile, qui ne peut pas avoir d'enfant. Ça continue par la tfila de Yitzhak, qui réussit à modifier la midadanine pour qu'elle puisse avoir un enfant. Et la conséquence de cette tfila, elle est echad veyechida, elle est unique. C'est la naissance d'un seul enfant, de Yaakov, qui représente le Hémet. Mais pour que ce Hémet apparaisse, brille dans le monde, il faut qu'il soit au départ accompagné d'un sheker, qui s'appelle Esav. Mais ce Esav, il est tellement chave, il est tellement inutile, il est tellement inexistant, que dans le mot théomim, on a oublié le vav. Pour dire en vérité, c'est comme s'il y a un seul enfant, nous dit Rav Stelman. C'est comme s'il y en a un seul, parce que le deuxième, il compte pas. C'est des tomim sans le aleph. C'est comme s'il y avait un seul. Voilà, de théomim. Donc ça, c'est l'essence. Alors maintenant, comment ça va se manifester, cette dualité qui est dans l'univers entre le Hémet et le Sheker? C'est pas simplement deux personnalités, celle de Yaakov et celle de Esav, mais ça va être deux Malchim, deux dimensions de royauté dans le monde, qui sont la royauté du clan Israël d'un côté et la royauté de Umot HaOlam de l'autre côté. Shne Goyim Bevitner, Yaakov et Esav, comme à l'époque de Rabbi Yehuda Hanassi et Antonin. Il y a une dimension de Malchut dans le clan Israël, il y a une dimension de Malchut chez Esav, mais un c'est la Malchut de Gdusha qui véhicule la royauté d'Hachem, et l'autre c'est la Malchut de Touma, Malchut Arisha, qui est là et qui prend sa place tant qu'elle peut trouver sa place. Et la Torah a dit Veyado Chezet Be'akev Esav. Bassof, le Hémet reprend sa place. Parce que le Hémet, on a dit, sa place c'est au début, c'est au milieu et c'est à la fin. Donc au début, à la naissance, il y a Yaakov avec sa dimension de Hémet telle qu'elle est. Au milieu de l'humanité, il y a des moments où le clan Israël, il a son Beth Amikdash, il a la Malchut de Shlomo HaMelech, etc. Vayeshev Shlomo al Kisei Hashem, c'est une dimension gigantesque. Et il y a une dimension à la fin, lorsque le Mashiach arrive, et c'est Midgalé le Hémet. Et ça suffit d'avoir ces trois Nekudot, ces trois points, pour que ça s'appelle le Hémet, même si au milieu, il y a un parasitage énorme qui est lié à Esav, qui vient et qui fait tout ce qu'il a envie, des pogroms, et Chas v'Shalom, du sheker et du mal sur l'humanité. D'accord? Donc c'est ça qui se passe. Vaïtrot tsetsu abanim bekirba. Les enfants, ils se sont remués dans son ventre. Elle, qu'est-ce qu'elle dit, Rivka Imenu? La mazé anochi. On a posé la question, c'est quoi anochi? Les Mefarshim, ils disent, c'est quoi la mazé anochi? C'est moi, je m'attendais à donner naissance à un tzaddik, à un Yaakov, qui va être une dimension de Torah. Mais si je vois que cet enfant, elle ne savait pas qu'il y en avait deux, si je vois que cet enfant, il est prêt à sortir aux portes de la Vodazara, donc il n'a rien de Hémet. S'il a les deux à la fois, ça ne peut pas être le Hémet. Le Hémet, ça ne peut pas être en même temps la vérité et en même temps le mensonge. Une personne ne peut pas dire, moi je mets les tefilines à 9h du matin, je mange du chazir à 10h, ensuite je mets les rabbenoutam à 11h, ensuite je mange des crevettes à midi. On ne peut pas avoir les deux à la fois. D'accord? Donc elle a dit, la mazé anochi. Anochi c'est quoi? C'est Matan Torah. Où Hachem il a dit, anochi Hachem Elokecha. Elle a dit, à quoi ça sert qu'il y ait un Matan Torah si ce juif que je suis en train de mettre au monde, c'est un être qui est prêt à d'un côté faire des mitzvot et d'un autre côté faire des averot. Ça n'a pas de sens. D'ailleurs, le mot anochi, ça veut dire je. Je, ça peut se dire ani ou anochi. Si on remarque la différence entre ani et anochi, c'est la lettre kaf. C'est la lettre kaf. Maintenant, si on... C'est la lettre kaf. Donc il y a 20 de différence. Maintenant, si on écrit anochi malé avec un vav, ça ne s'écrit pas avec un vav, ça s'écrit aleph nun kraf yud. Mais si on l'écrit complet aleph nun vav kraf yud, donc on va avoir une différence de kaf et vav. Alors donc 26. 26 c'est le nom d'Hachem. Donc anochi c'est comme si Hachem il dit ani Hachem.
la dimension d'Hachem. Mais le Vav, il est mechoussé. Il est caché dans cette dimension de Anochi, parce que pour l'instant, on ne dévoile pas cette présence d'Hachem totalement, tant que y a Esav dans le monde. D'accord. donc, donc, elle va teler l'idrosh et Hachem. Elle est allée rechercher Hachem. Elle a dit, si on n'arrive pas à dévoiler cette dimension d'Hachem, c'est à moi de la rechercher. D'accord. L'homme, il doit être Doresh Hachem, Mevakesh Hachem. S'il est Mevakesh Hachem, il a une chance de trouver Hachem dans la Bria, de trouver Hachem dans la création. C'est ça qui fait Yaakov en permanence. Yaakov, il va travailler pour Rachel, travailler pour Léa, etc. Tout ça, c'est des péoulotes où il veut arriver à une dimension de Hémet. Il veut arriver à une dimension de vérité en travaillant chez Lavan, sans le voler, sans l'arnaquer, sans lui, etc. Après, on verra combien de fois il a dit à Lavan, vérifie dans mes kélim, est-ce que tu n'as pas trouvé quoi que ce soit que j'ai volé? Normalement, ça aurait été normal que tu trouves une aiguille ou une épingle que j'ai pris sans faire exprès de chez toi. Il n'y a rien que je t'ai volé, etc. On verra ensuite dans la Avoda de Yaakov, quand il travaille chez Lavan, non-stop, cette requête, cette recherche de Hémet. Mais en attendant, la Torah elle nous dit, tout ça, ça va se concrétiser dans l'humanité par deux peuples, un qui s'appelle Malchut Esav, un qui s'appelle Malchut Yaakov. Et ça commence déjà dans le ventre de Rivka. C'est pour ça que Vaïtrot Tsetsuah, Bainim Bekirba. Et tous les Mefarshim me demandent, mais ma pitom, Yaakov, il voulait sortir devant les Beth Midrash, et pourquoi Esav, il voulait sortir devant la Avodah Zarah? En tout cas, bon, Esav peut-être pour faire Avodah Zarah, mais Yaakov, dans le ventre de sa mère, il étudie la Torah, il y a un malach qui lui enseigne. Pourquoi il veut sortir? Réponse, non, parce que on ne peut pas rester étudier la Torah dans un endroit où il y a un rachat juste à côté. Si Yaakov, toute son essence, c'est de représenter le Hémet, ça vient d'une achlata, d'une décision et d'une conscience depuis le départ jusqu'à la fin. Si une personne, elle est prête à habiter à côté d'un rachat, même si elle a des hashkafot, des moyens de penser, des modes de pensée qui lui disent que c'est pas bien ce que fait le rachat, mais le fait d'habiter à côté, d'être voisin du rachat, en soi, c'est déjà un bgam. Une personne ne doit pas pouvoir supporter d'être à côté du rachat. Il ne peut pas dire je suis là et ça ne me dérange pas. De la même manière qu'une personne ne peut pas être à côté d'un clochard qui a fait ses besoins sur lui et ça sent pas bon, il ne peut pas dire oui, ben moi je suis pas un clochard, mais je reste à côté. Non, si tu restes à côté, tu es dérangé. Il y a une odeur très désagréable qui se répand, tu dois vite t'enfuir. Le rachat en lui-même, c'est une odeur très désagréable de sheker, de vide et de gehinam. Donc tu dois t'en échapper le plus vite possible. Et donc, Yaakov Avinu, dans le ventre de sa mère, déjà, il manifestait cette volonté de s'écarter de Esav. Et ensuite, quand il naît, il essaye simplement de rattraper Esav en le traînant, en attrapant son talon. Et c'est en ça qu'on va l'appeler Yaakov. Parce que Yaakov, c'est celui qui, Milachon Ekev, un langage de talon, qui à la fin finit par montrer que c'est lui qui était le Hémet. Le Hémet, c'est Mitgalé les Bassov. Ça se dévoile à la fin. On finit par découvrir le poteau rose, savoir ce qui était la vérité. C'est pas toujours au début qu'on voit les choses. Des fois, il y a des apparences. Les apparences, elles sont trompeuses. Les apparences de Olamazé, c'est des apparences de Esav. C'est des apparences dans le monde-ci où on a l'impression qu'assouvir ses plaisirs, ses envies, ses profits, c'est exactement ce qu'il faut faire. Et c'est ce qu'il faisait Esav. Esav, il avait envie de tuer quelqu'un, il le tuait. Il avait envie de prendre une femme mariée, il prenait une femme mariée. Toute sa vie, c'était rechercher ses plaisirs et ses profits, et sa avodazara, et tout ce qu'il avait envie de faire, parce que c'est une culture du gouffre de la personne, sans neshama, sans rien. La avoda en lui-même ne l'intéressait pas. Vaïvez Esav et Abechora. Esav, il a méprisé complètement cette notion de Bechora. Pourquoi? Parce que cette notion de Bechora, elle était liée à la avoda, et la avoda, par définition, c'est la chose qu'il ne supporte pas. C'est la chose qu'il ne peut pas faire. Parce que la avoda, c'est la perfection dans toutes les actions, et lui, il en est à 1000 km. Donc, ça ne l'intéresse pas. Il dit, Ine anochi olech lamoud velama zeli becho. Non, moi, Rachid explique ça veut dire quoi? Ça veut dire, si je fais la avoda, il y a des choses qui sont bechi mita, que si une personne ne fait pas correctement la avoda, il risque d'être à mita. J'ai pas envie de rentrer dans ce circuit-là. J'ai pas envie de prendre le risque, j'ai rien envie. J'ai envie d'être tranquille, physiquement, et un point, c'est tout. D'accord? Et Yaakov,
les Ma'an Shemo, pour le nom d'Hachem, pour le Hémet, il est prêt à prendre tous les risques de la Avoda. L'essentiel, c'est que de son caractère, de son comportement, il ressorte le Hémet Amukhlat, la vérité parfaite, la réalité du din, du mishpat. C'est quoi le din? C'est quoi le mishpat? Din, ça veut dire c'est obligatoire. C'est ça qui va avoir lieu. Mishpat, c'est le jugement. On dit qu'il y a Mishpat, le Loke Yaakov. Le Mishpat, Yaakov, Bachar le Ya, Israël, Zgulato. Akadosh Baruch Hu, il a choisi Yaakov. Et le Mishpat, c'est le Loke Yaakov. Pourquoi? Parce que puisque Akadosh Baruch Hu, il est émet, c'est la Metsiout du monde, sa réalité à lui, c'est le jugement. Parce que c'est obligatoire qu'il y ait ce jugement dans le monde. Que le émet se concrétise par le biais d'un jugement. Quand les Avdi, les Goïm, ils font un procès à quelqu'un, ils ont un semblant de recherche de émet. Ils essaient de savoir pourquoi est-ce que c'est ça qui a fait ci, c'est ça qui a fait ça. C'est une caricature, mais c'est quand même une justice. Quand dans le cas d'Israël, on fait un din, on fait un jugement, on veut savoir quel est le Ratzon Hashem dans n'importe quelle situation. Et ça, c'est Me'od Karov la Emet. Ça veut dire Me'od Karov la Hashem. Le jugement, c'est la chose qui est la plus proche d'Hachem. Pourquoi? Parce qu'elle est exactement vérité. Donc, Yaakov, dans chacun de ses maasim, il essaye de trouver la proximité avec Hachem en faisant ce qui est exact, ce qui est émet. Et ça, c'est exactement le contraire. Il s'en fiche carrément de ce qui est émet. Ce qui compte pour lui, c'est son intérêt. Et si parfois ça peut arriver que son intérêt, c'est de recevoir la bracha d'Yitzhak, alors il va essayer de la recevoir. Mais pas pour concrétiser le Hémet. Donc ça explique, et on termine par ça, que Yitzhak, il aimait Esav. Parce que Yitzhak, il a dit, si Esav, qui, tel que je le vois, n'est pas complètement Hémet, mais il recherche le Hémet, il demande comment on fait le Maaser sur le Teven, sur le sel, etc. Donc ça, c'est encore mieux qu'Yaakov. Parce que plus on est proche du Sheker, et plus le Hémet qui se dévoile, c'est un Hémet qui a de la valeur. Qu'est-ce qui est mieux? Qu'un général israélien dise on a raison, ou qu'un chef du Hamas dise c'est les Juifs qui ont raison? Tout le monde va dire ah, bah, si c'est le chef du Hamas qui avoue, c'est encore mieux. D'accord? Donc plus c'est le Sheker qui avoue, plus ça grandit le Hémet. D'accord? Mais le problème, c'est que Esav n'était pas prêt à avouer quoi que ce soit. Kitsaïd Bepiv, il roulait son père. D'accord? Donc Rivka, elle a compris ça, et donc Rivka rêvait de Yaakov. Elle a dit il vaut mieux un Hémet Moukhlat, un Hémet parfait, même s'il est. Et ça suffira largement qu'il y ait Esav dans les parages pour que la dimension de Yaakov, elle brille suffisamment. On n'a pas besoin qu'elle brille par l'intermédiaire de Esav. Et Yitzhak, il avait quelque part raison de dire si on pouvait quelque part faire briller le Hémet chez Esav, ça aurait encore plus de valeur. Mais ça ne peut pas. Parce il va tout falsifier. Il va tout falsifier. C'est comme si ce monsieur du Hamas, il dit donnez-moi le micro, je vais dire que c'est les Juifs qui ont raison. Et quelqu'un, il dit non, lui donnez pas, parce que dès qu'il aura le micro, il va dire qu'il faut tuer tous les Juifs. Donc ça sert à rien. D'accord? C'est ça qui se passe avec Esa. Donc voilà, donc ça c'est les dimensions que la Torah elle nous enseigne ici sur la dimension de Yaakov et Esav. Pareil, quand Esav il veut vendre sa Bechora, Aliteinamina mina Adom à Adom Azé, Alken Karachemo Edom. On l'a appelé Edom parce qu'il a voulu manger ce qui était rouge, sans savoir qu'est-ce que c'était. Ce qui l'intéressait, c'était simplement l'apparence extérieure. Pas savoir si c'est des lentilles ou pas des lentilles. Ah, il a vendu sa Bechora comme un idiot pour un tout petit plat de lentilles qui vaut rien du tout. Alors que la Bechora, c'était extrêmement important, ça a une valeur exceptionnelle dans la Mazé. Mais ça, c'est pour nous. C'est pour le clan Israël qui savons qu'avec cette Bechora, on peut servir à Kadosh Baruch Hu. Mais pour lui, qu'est-ce qui est le plus important? Bah, évidemment, un plat de lentilles. Parce que s'il a faim, il a faim. Tout le reste n'a aucune valeur dans le monde du shaker si ce n'est pas l'intérêt immédiat que la personne elle a de manger un bon plat de lentilles bien appétissant, etc. Et même si c'était le deuil d'Avram Avinu, etc., tout ça, ça n'intéresse pas du tout. Et ça, ce qui l'intéresse, c'est son goût. Voilà, donc ça, c'est les dimensions de shaker de Esav et de Emet de Yaakov que la Torah elle nous apporte dans cette paracha pour qu'on comprenne que si on veut les mettre, il faut le chercher au shoresh, à la racine. Et cette racine, c'est le corps kaviachol de Rivka, qui va être l'endroit, le réceptacle de la naissance de ces enfants, qui sont jetés malchouyot, deux royautés, deux royaumes, deux empires, deux pouvoirs, deux dynasties, et
deux civilisations qui luttent l'une contre l'autre, une les Manahémet contre l'autre qui, Chas Shalom, ne représente que le Sheker. Voilà. Shabbat Shalom.